Benjamin? Alexis Corbière, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, entre mouvement social qui s'essouffle et budget qui passe à coup de 49.3, on lui demandera à quoi sert vraiment la France Insoumise. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Alors on va bien sûr aborder la situation à l'Assemblée, à la pompe ça s'améliore, mais d'abord l'émotion est encore très forte après l'assassinat de la petite Lola. Hier soir, 2 hommages ont été rendus à la jeune Lola assassinée, 1 minute de silence par les députés Rassemblement National et un rassemblement autour d'Éric Zemmour. Est-ce que c'est de la récupération ou au fond une forme d'émotion légitime? Moi je vais vous dire, peut-être aussi parce que je suis père de famille et j'ai 3 filles, être en colère après le drame affreux qu'a subi Lola, ça me choque pas. Je comprends que beaucoup de Français ont envie de le dire. De ce point de vue-là, je ne rentrerai pas sur ce terrain-là. Donc tout ce qui rend hommage à Lola, je le comprends. Tout ce qui rend hommage au programme d'Éric Zemmour, évidemment. Donc vous dénoncez une forme d'instrumentalisation. Écoutez, dans passons, je crois que chacun jugera. C'est un drame affreux. On touche des choses qui, dans toute société, quand on assassine un enfant, manifestant même, on peut dire, une forme de torture, ça touche des choses très profondes. Donc il y a de quoi être ému. Maintenant, est-ce une raison d'un seul coup pour que M. Zemmour, je crois que c'était hier à la même place, vienne à dire des choses sur lesquelles honnêtement il n'a aucun élément pour l'affirmer. Donc il brode sur ce drame affreux, il vend sa camelote. Et je trouve que, moi je suis pas le dernier dans le combat politique, on peut utiliser nombre de choses pour avancer sur ces arguments, mais peut-être pour une certaine conception que je me fais de la morale, utiliser l'assassinat d'une enfant, qui arrive, hein, je veux dire. Donc ils utilisent l'assassinat d'un enfant. Bien sûr, mais bien sûr, je veux dire, immédiatement le lien est fait, immigration et ce drame affreux. Il a même dit, je crois, à cette même place qu'elle a été assassinée parce qu'elle était blonde aux yeux bleus. Je ne sais pas d'où il le tient. Il a inventé. C'est grave de faire ça. Je sais pas. Donc, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles, à un moment donné, on peut quand même avoir un minimum de décence. Et cette instrumentalisation, cette utilisation, de mon point de vue, est indigne. Je le répète, manifester un hommage à Lola en soutien à la famille. Mais donc, par exemple, la minute de silence des députés Rassemblement National, elle ne vous choque pas sur le papier? J'ai ma propre opinion, mais honnêtement, c'est pas le. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je vois bien qu'eux aussi, en plus sous la pression de ce que fait M. Zemmour, ils cherchent à faire leur propre rassemblement. Eux aussi, sans doute, ils l'ont fait. Madame Le Pen l'a fait à l'Assemblée nationale en parlant immédiatement de politique d'immigration. Mais je veux dire, on a le droit après tout. C'est pas le sujet. Il y avait un certain silence autour de ce que faisait Madame Le Pen. Alors qu'Éric Zemmour, moi, les images que j'ai vues, quasiment des skins en train de brandir le visage. Vous faites une différence entre les deux réactions. Il y a une violence, même si sur le fond, tous ces gens finalement parlent peu de Lola et parlent essentiellement de leur vision de l'immigration, responsable du crime, etc. Qui est une manière, selon moi, de détourner les choses. Mais une fois de plus, c'est terrible et je comprends que ce soit un grand moment d'émotion. Et après tout, je pense que beaucoup de Français se disent que c'est ignoble. Et il faut pas non plus avoir une position consistant à dire faut pas en parler. On peut en parler. Mais moi, alors justement, Alexis Corbière, à la manière dont on en parle. Il y a ceux qui sont accusés de récupération, de vouloir en faire un fait politique. Et puis il y a ceux qui ne disent rien. Pas un mot de votre leader Jean-Luc Mélenchon depuis une semaine, malgré l'émotion nationale, malgré la sensibilité de l'opinion. Il est indifférent, Jean-Luc Mélenchon, à ce qui s'est passé? Non, mais il n'a pas eu d'émission pour l'exprimer. Puis nous avons été nombreux à nous exprimer. Monsieur Corbière, il a écrit une note de blog, il a fait une vidéo YouTube, il tweet très régulièrement sur le mouvement social, on en reparlera. Pas un mot de Jean-Luc Mélenchon sur ce qu'il s'est passé, tout simplement pour afficher une forme de compassion. Non, vous l'avez fait d'ailleurs, vous. Je viens de l'exprimer. Je crois qu'en plus, ce que veut Jean-Luc Mélenchon, c'est que nous continuions à ne pas lâcher le fil de la grande question qui est en cours et qui va être la suite de notre interview, c'est la question sociale. Donc, oui, il n'est pas parlementaire, Jean-Luc Mélenchon, à ce stade. Non mais d'accord, mais Monsieur Corbière, le président de la République, Emmanuel Macron, reçoit les parents à l'Élysée. Je vous jure, vous-même, vous dites, je suis ému, il ne faut pas dire, on n'en parle pas. Comment se fait-il que quelqu'un qui prétend aux plus hautes fonctions passe à côté de, je sais pas si on peut appeler ça un fait divers, quelque chose qui a ému? Monsieur Duhamel, ne faites pas la politique politicienne avec ça. Je vous jure que si Jean-Luc Mélenchon avait été président de la République, il aurait reçu les parents. Non mais restons-en là. Voyez, vous voulez vous-même. Moi, je veux plus rentrer sur ce sujet. C'est une question que se posent les gens. Oui. Non mais je veux dire de soi-disant positionnement en fonction de la manière dont tu communiques là-dessus, parce que ce dont vous me parlez, c'est de la communication politique. Évidemment, Jean-Luc Mélenchon, quand on est leader, montrer une forme d'émotion, peut-être aussi en tirer des conséquences. Est-ce que pour vous, c'est l'affaire Lola, c'est un fait divers ou c'est plus? Est-ce que c'est un fait de société, un fait politique? Une enfant assassinée, c'est dur de dire que c'est un fait divers. D'accord, c'est terrible. C'est sans doute, mais en toute société déjà, il y a des crimes d'enfants.
celui de Lola a particulièrement marqué, mais je lisais la presse. Une mère dans le nord de la France avait poignardé son propre enfant il y a quelque temps. Une babysitter, soi-disant, qui n'en pouvait plus des cris de l'enfant, lui avait fait boire un produit, je crois, du desktop. Ça arrive parfois, mais ça nous bouleverse tous parce que ça projette beaucoup de choses. C'est pas seulement un fait divers. Quand un enfant est assassiné, on a l'impression que c'est les bases même de la société qui sont mises en cause. Donc, j'utiliserai pas cette expression. Après, la question, c'est est-ce que c'est en l'occurrence, comme nous dit Monsieur Zemmour, révélateur de l'immigration qui assassine. Est-ce qu'il y a une dimension même quasiment de volonté d'assassiner la France à travers ça? Il dit francocide. Voilà, donc il fabrique ce mot. En gros, ce qui aurait motivé le crime, lui il le sait, plus fort que les enquêteurs, plus fort que la police, c'est tout. Ce qui aurait motivé le crime, c'est ça. Ça, je dis, pardon, c'est des méthodes dégueulasses. Oui. Voilà ce que je dis. Et on peut avoir, au moins dans ces cas-là, se taire un instant, mais... Monsieur Corbière, rappelons juste d'un mot que la suspecte présumée était en situation irrégulière, elle est toujours... frappé par ce qu'on appelle une OQTF, une obligation de quitter le territoire français depuis 2 mois. Est-ce que ça veut pas dire, à minima, qu'il y a eu un dysfonctionnement dans la politique migratoire? Éric Zemmour, Marine Le Pen, d'autres disent, reconnaissent, elle n'aurait pas dû être sur le territoire français. Je vais vous dire Est-ce qu'au moins vous en tirez une conséquence politique de quelque chose qui ne marche pas? Je vais vous dire une chose, et je vous jure que c'est pas de la langue de bois de ma part. Invitez-moi une prochaine fois pour qu'on parle de politique d'immigration. Mais parler de ça à la lumière du crime de Lola, je trouve que dans ce cas, c'est donner le point à Monsieur Zemmour comme s'il y avait un lien. Après, il y a un vrai sujet sur les politiques d'immigration. Les OQTF, ça ne marche pas. Seulement 1 sur 5 qui est exécutée. Je suis en train de vous dire, en parler à la lumière d'un crime, d'une enfant, sous-entendu, il y aurait un lien qui se créerait entre l'un et l'autre. Donc on ne tire aucune conséquence d'un dysfonctionnement. Vous plaisantez. Vous plaisantez. Je suis en train de vous dire, je vous dis seulement que cette discussion sur les politiques d'immigration, sur comment on fait en sorte aujourd'hui qu'il n'y a pas des millions de gens qui sont projetés sur les routes du monde en raison de la pauvreté, des politiques qui ont été imposées à certains pays, en raison du dérèglement climatique, en raison des guerres. C'est le grand sujet que nous avons à aborder tous ensemble, là, dans les décennies qui viennent et dans le siècle qui vient. Et donc rien pour mieux renvoyer les étrangers en situation irrégulière. Meilleur, mais si on l'aborde sur cet aspect-là uniquement, déjà vous voyez, vous me faites parler de ce sujet, alors que je pense on peut consacrer une soirée à discuter des politiques d'immigration. Maintenant, ce que je ne veux pas, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, vraiment, prenez-le, je suis sincère. Je ne veux pas en discuter sur la base du fait, comme le disent certains, que si cette personne, on avait pu régler les problèmes du politique d'immigration, la gamine ne serait pas morte, on n'y aurait plus d'enfants qui n'auraient pas dû être sur le territoire, c'est un fait. D'accord, oui, très bien, très bien. Mais une fois qu'on a dit ça, vous voyez bien que le lien qui est fait, genre, comme je l'ai entendu hier soir, migrants, assassins, donc la question de l'immigration qui est un grand sujet serait liée au crime. Je rappelle, parce que vous le dites vous-même régulièrement sur votre antenne, pas vous mais vos collègues, que 85% des crimes et des homicides qui sont commis le sont par des gens qui sont des Français. Donc soyons un peu, comment dirais-je, un peu de décence et de la cohérence. Ceci dit, il y a un vrai débat, on en reparlera à l'occasion d'autres émissions, qui est un débat sérieux et intéressant. Alexis Corbière, la situation s'améliore clairement à la pompe, plus que 17% des stations essence qui sont en difficulté. Et la Première ministre ce matin dans Libération dit aux Français qu'ils peuvent, je cite, partir confiants. Le mai 68 perlé qu'annonçait Jean-Luc Mélenchon, on en est quand même très loin là, non? On verra. Mais vous voyez comment... non, mais on verra. Non, attendez, ça. Non, mais c'est pas... Je vais d'abord répondre. Vous voyez, pour elle, les Français, ils peuvent partir confiants parce que ce qui l'intéresse, c'est pas les salaires des Français, c'est pas le pouvoir d'achat des Français, c'est uniquement comme si les Français étaient des bovins dont le seul intérêt, c'était de savoir si... les Français, ils partent en vacances, ils sont contents d'avoir de l'essence, monsieur Corbière. Vous savez combien de Français partent en vacances? Vous savez quand à la Toussaint, à peu près 38%. Mais oui, donc ça veut dire plus d'un Français sur deux, ne va pas partir. D'abord, c'est pas seulement, pardon, mais avoir de l'essence, c'est pas seulement les bourgeois, c'est pas seulement les classes supérieures. Je vais essayer de terminer mon raisonnement. On a bien compris qu'il y avait un désagrément. Moi aussi, j'ai un véhicule et passer une heure et demie pour faire le plein, c'est pas agréable. Maintenant, soit on l'aborde uniquement sur le côté, on divise les Français. En gros, vous savez quoi, l'objectif des grévistes, c'était vous empêcher d'aller revoir papy, mamie. Ah, qu'est-ce qu'ils sont méchants. Et j'ai une grande nouvelle à vous annoncer, messieurs, dames, qui vous être bas de plafond, la seule chose qui vous intéresse, c'est est-ce que le petit problème à la pompe va être réglé? La Première ministre pourra avoir de la grandeur et dire que sur la question des salaires, qu'est-ce qu'elle fait? Monsieur je vais vous dire, la réalité, c'est que juste parce que vous répondez pas exactement à ma question. Ma question, c'était, vous appeliez à la grande conjonction lors de votre marche dimanche dernier. Il y avait un mouvement interprofessionnel mardi. Certains évoquaient au sein de la NUPES grève générale. Et là, on constate que ça va mieux. Qu'il n'y avait pas grand monde dans la rue. Ça va pas mieux. Ah bon, ça va pas mieux? Ah bah ça va mieux à la pompe. Ah d'accord. La grève générale, pardon, elle est pas là, monsieur Corbière. Alors, déjà, moi, je vais exprimer ce qu'on a dit dimanche parce que vous le défendez. Ce qu'on a dit dimanche, c'est contre la vie chère. Et appeler à la grande conjonction. Attendez, ça je sais pas. Cette phrase, c'est pas le slogan de la manifestation. C'est Jean-Luc Mélenchon qui l'a dit. Oui, mais d'abord appeler contre la vie chère. Et la vie continue à être chère.
Donc, Madame Borne, ça ne va pas mieux, ça va de pis en pis. C'est-à-dire que 5,8 d'inflation et les salaires qui ne suivent pas. Donc, Madame la Première ministre, pour avoir un peu la décence de dire les salariés en grève ont légitimement posé la question d'une plus juste répartition des richesses dans un des secteurs économiques qui pourrait le supporter, l'augmentation des salaires. Bruno Le Maire dit il faut qu'il y ait une décence commune sur la question des salaires, notamment des grands patrons. Mais j'imagine qu'il s'adressait notamment au cas de Monsieur Patrick Pouyanné, qui en plus total, est peut-être aussi le meilleur élément pour un peu susciter la colère populaire, à tel point il ne comprend pas, il s'est même permis de faire état de sa grande tristesse, parce qu'on osait quand même s'étonner de l'augmentation de salaire. Il est à 6 millions d'euros. On vous entend, Monsieur Gambert. Ce que je veux dire, c'est que ne perdons pas. Oui, mais c'est le sujet. Est-ce que vous êtes déçu? Est-ce qu'aujourd'hui, alors qu'il y a eu moins de gens dans la rue prévu, que du côté des pompes, des raffineries et des dépôts, ça va mieux, est-ce que vous êtes déçu? Est-ce que vous espériez que ce mouvement social s'amplifie davantage? Moi, ce que je veux, bien sûr que je suis pour que les mouvements sociaux s'amplifient. Donc mais vous êtes déçu? Mais pas pour le plaisir de mouvements sociaux, pour que la question des salaires, d'une plus juste répartition, d'un mieux vivre généralisé soit posée. Et de ce point de vue-là, le mouvement qui est en cours et qui n'est pas terminé, parce que attention vieille top, je ne sais pas, vous savez ce qui peut se passer dans les semaines prochaines dans d'autres secteurs, ça peut repartir, ça peut s'étendre, ça peut à l'occasion des vacances, parce qu'aussi les salariés parfois eux-mêmes sont des gens qui ont des vacances, ça peut ralentir et repartir. Moi, je ne serai pas le grand pronostiqueur qui dit l'affaire est pliée et Madame Borne peut aller dormir tranquille. C'est pas si simple, d'accord? Donc, alors RMC révélé qu'il pourrait y avoir une nouvelle marche contre la vie chère en novembre. Il y aura sans aucun doute des initiatives. Les discussions au sein de la NUPES à ce stade, mais il y aura évidemment de la part des organisations syndicales qui ont organisé la journée de mardi et de la part des 30 organisations qui ont organisé notre manifestation le dimanche dernier. Je veux dire, on est en train de se réunir et de voir qu'est-ce qui se passe pour la suite. Sitôt qu'il y aura une date, je vous l'annoncerai, mais pas la peine. Mi-novembre. Mais sitôt qu'il y aura une date, je vous assure, il n'y a rien de secret, mais permettez qu'avec les amis, et tout ça, tout le monde fasse un peu le bilan de la période et qu'on voit le meilleur moment. Ce qui est clair, c'est qu'il faut qu'il y ait une suite. Mais c'est pourquoi, là encore, quand Madame Borne dit rassurez-vous les Français, elle comprend pas que les Français, c'est pas que des consommateurs de stations-service, ce sont des salariés. Et que eux, ils aimeraient que la Première ministre ait la même, comment dirais-je, enthousiasme et bonheur à leur dire, ben, ça va bien se passer pour la suite, parce que je convoque une conférence salariale comme nous l'avons demandé. Je vais augmenter le SMIC à 1 600 € tel que nous l'avons demandé et que nous allons le redemander le mois prochain à occasion de notre niche. Ça, ce serait prendre les Français au sérieux et pas leur dire, bande de consommateurs, j'ai qu'une chose à vous dire, vous allez pouvoir à nouveau consommer. Bah, je pense que les gens, moi, l'idée que je me fais du pays et des citoyens, c'est autre chose que des clients. Vous voyez ce que je veux dire? Une dernière question sur ce sujet avant de parler de la situation à l'Assemblée. On avait entendu en 2017 Jean-Luc Mélenchon appeler 1 million de personnes à déferler sur les Champs-Élysées. Là encore, on a entendu grande conjonction, grève générale. Au fond, à la France insoumise, quand on veut mobiliser, c'est que de la com, parce que le million, on l'a pas vu, la grande conjonction, on ne la voit pas. La CGT est en fait plus à l'initiative que vous. À quoi vous servez vraiment? À ce stade, la plus grosse manifestation qui a été organisée en cette rentrée, c'est nous qui en avons été à l'initiative. Oui, 30 000 à Paris, c'est pas non plus. C'est votre chiffre. Vous n'êtes pas obligé de chiffre occurrence de médias indépendants. Qui est contesté, mais qui est contesté par d'autres médias. Par qui? Mais qu'importe, par nombre de médias, de journalistes, qui sur les réseaux sociaux. Non, j'ai occurrence m'a l'air assez. Non, c'est votre opinion. Moi, je dis que c'est pas mon opinion, c'est l'opinion de médias qui sont responsables et de qui sont les partenaires financiers, y compris du groupe Occurrence, qui travaille avec l'IFOP. Je m'en fous, c'est pas le sujet. Je vous dis qu'il y avait plus de 30 000 personnes. Mais au-delà de ça, de toute manière, c'est la plus grosse manifestation qui a été organisée. Oui, moi, je n'ai pas, vous êtes un jeune journaliste et je vous en félicite, mais l'espèce de, parfois, d'absence de mémoire, peut-être quand on est débutant, de croire que parce qu'on a convoqué une manifestation, le gouvernement va chuter, on va obtenir immédiatement satisfaction. Nous sommes un maillon d'une longue chaîne, d'une lutte qui est menée depuis toujours, celle pour un meilleur partage des richesses. Ça ne se fait pas en un jour. Parfois des victoires, parfois des défaites. Actuellement, en cette rentrée... Peut-être un peu plus d'humilité dans les slogans. Un peu plus d'humilité sur ceux qui nous critiquent aussi, qui ne font pas grand-chose. Un peu plus d'humilité vis-à-vis de ceux qui s'étonnent que du jour au lendemain, nous n'ayons pas réglé tous les problèmes. Et qui vous posent la question, à travers vous, à quoi vous servez. Monsieur, je sers à m'opposer à ce gouvernement et j'essaie d'éviter que ce pays soit continu dans la brutalité sociale et même un peu démocratique, comme on parlait maintenant d'Emmanuel Macron, soit demain tombe entre les mains de Madame Le Pen, qui elle aussi trompe les Français, parce qu'elle n'est pas pour l'augmentation du SMIC, elle s'est opposée au retour de l'ISF, et je vois bien comment elle veut utiliser... Et elle apparaît aux yeux des Français, sondage via Voice pour Libération, comme une meilleure opposante que Jean-Luc Mélenchon. J'en sais rien, oui, 41%, mais vous savez, les mêmes sondages disent la même chose, les mêmes sondages... Est-ce que c'est pas elle qui finit toujours par tirer les marrons du feu, si vous me permettez l'expression? Vous aimeriez peut-être? Non, pas moi. Qu'est-ce que ça veut dire, Alexis Corbière? Non, mais parce que, en permanence... Les Gilets jaunes, c'est ce qui s'était passé. Vous étiez très en amont, et au final, c'est plutôt Marine Le Pen qui en avait bénéficié. Pourquoi je me suis permis de vous piquer, c'est que bien souvent on disait Mélenchon, c'est fini, vous êtes outrancier pendant la campagne. C'est fini à 22%. Ces 5 dernières années, fini à 22%. Donc j'ai acquis un peu le calme des vieilles troupes où en permanence
On a Expression de Marine Le Pen. On a le doigt. Oui, oui, c'est pas elle qui l'a inventé. Parce que la langue française existe avant Marine Le Pen. Je vous jure que quand elle utilise même j'ai soif, avez-vous un verre d'eau, c'est pas que elle qui l'a inventé. C'est la langue française. D'accord. Non, mais y compris le fait, par exemple. On passe sur je vous taquine. Le fait quand on dit une phrase, vous dire comme Madame Le Pen est en permanence une volonté de taquiner, Alexis Corbière. Je l'ai relevé. On passe au gouvernement qui a une nouvelle fois dégainé le 49.3 hier soir, dès le premier jour de la discussion autour du budget de la sécurité sociale. Vous étiez tous pleins d'avoir discuté pendant 8 jours pour rien autour du budget de l'État. Exactement. Là, au moins, ça évite à tout le monde de perdre du temps, non? Mais non, mais c'est grave que un Parlement soit ainsi piétiné. C'est une arme autoritaire qui est certes dans la Constitution de 1958, qui elle-même avait des traits autoritaires. Et je voudrais pas Michel que dans Rocard l'a utilisé 28 fois. Oui, il a eu socialiste. Tort. Il a eu tort d'ailleurs. Jean-Luc Mélenchon était sénateur socialiste à l'époque. Il a eu tort et il était contre d'ailleurs. Jean-Luc Mélenchon, sénateur PS. Bien sûr. Pas qu'il le disait, mais ah bon parce que vous savez pas ça. Le courant qui était le sien dans le Parti socialiste était précisément opposé au 49.3 et à la 5e République. Faut pas raconter des choses fausses. Précisément, ce qui était la singularité de Jean-Luc Mélenchon était d'être un opposant au gouvernement de Michel Rocard, qui était un gouvernement qui Non, mais c'est important. Non, mais oui, mais vous dites la vérité. Non, mais Jean-Luc Mélenchon qui réagit hier soir, Monsieur Corbière. Je termine là-dessus parce que Jean-Luc Mélenchon, comment naît le mélenchonisme, si je puis dire, c'est précisément dans un refus de Michel Rocard qui s'appuie sur les centristes et pas sur les communistes. François Mitterrand était son mentor, il était à l'Élysée. Mais juste, Jean-Luc Mélenchon, il réagit hier soir. Je cite, la Macronie est un régime de violence autoritaire. Le monde éberlué voit la France couler hors de la démocratie. La France n'est plus une démocratie? Il y a aujourd'hui l'utilisation d'aspects autoritaires de cette Constitution. La France coulée hors de la démocratie. C'est une expression, vous, normalement, qui êtes un démocrate, vous devriez non pas vous arrêter sur le tweet de Jean-Luc Mélenchon, qui volontairement a un côté provocateur pour dire attention à ce qui est en train de se passer. Mais vous trouvez normal. C'est quoi la France? C'est la Hongrie? C'est un régime autoritaire? Trouvez-vous normal que les parlementaires ne se voient pas respectés? Trouvez-vous normal qu'un gouvernement minoritaire impose un budget? C'est des gouvernements minoritaires. Oui, il a une majorité relative. Minoritaire. Donc ça veut dire qu'il est minoritaire. Je ne sais pas d'où vient cette expression. Maintenant, il est utilisé. Mais vous avez pas de majorité non plus, Alexis Corbière. Oui, d'accord. Mais d'ailleurs, je ne suis pas ministre de ce gouvernement. Non, ça m'a pas échappé, ça. D'accord. Donc c'est un gouvernement qui aujourd'hui, c'est l'arme des faibles. C'est un gouvernement faible. Et vous savez ce qu'il prévoit, ce gouvernement faible, c'est de faire travailler les Français plus longtemps. D'accord. Donc il y a un mépris systématique. Ça, les retraites, ça sera en janvier. Oui, mais c'est le sujet. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas. Ils refusent de voir qu'ils sont minoritaires à l'Assemblée nationale. Ils ne laissent même pas, parce que vous utilisez Michel Rocard. Je vais vous prendre au mot. Michel Rocard, jamais dans l'utilisation du 49.3, il n'a stoppé un débat budgétaire. Même lui, à tout moment, il laissait la discussion avoir lieu. Madame la Première ministre a utilisé l'argument de dire que le débat n'avançait pas. Il y a eu moins de jours de débat que l'année dernière. Il y a eu 9 jours de débat sur le budget, il y en avait eu 11 la dernière fois. La dernière fois, il y a eu 41 jours de débat budget PLFSS. Cette fois-ci, le PLFSS, pour ceux qui nous suivent, c'est le budget de sécurité sociale. Dès la première journée, elle a arrêté. Pour être très concret et pour avancer. C'est des traits de plus en plus autoritaires, et si je faisais un jeu de mots, bornapartiste, c'est-à-dire de plus en plus Madame Borne. Carrément, donc. D'accord. Non, mais vous comprenez. Dans la vie politique, vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que Madame la Première ministre, Madame Borne, est venue au mois de juillet, nous disant que sa méthode allait être la main tendue, la co-construction. Et si je me permets de faire ce jeu de mots, ce clin d'œil historique, c'est pas très marrant d'ailleurs, c'est de dire qu'elle utilise d'un seul coup la réalité, ce qu'il y a de plus dur, ce qui était utilisé par le général de Gaulle en réalité, qui était prévu en cas de crise à travers la crise algérienne. Vous allez déposer 2 motions de censure, mais le RN, c'est fait d'ailleurs, ni les LR ne les voteront. Ça sert à rien. Mais non, le gouvernement ne tombera pas. Mais monsieur, c'est pas parce que pour l'instant, immédiatement, nous ne remportons pas une victoire que je vais cesser d'être un opposant. Ça fait 2 fois que vous me dites ça sert à rien. Ça sert à faire entendre. Non, mais ça en fait, vous êtes presque. Et d'ailleurs, en refusant de voter, refusant de voter, par exemple, la motion de censure du Rassemblement national, vous êtes presque une sorte d'allié objectif du gouvernement. Il tombera pas. Est-ce que vous avez déjà dit la même expression à un dirigeant du Rassemblement national? Oui, bien sûr. Non, c'est pas jamais. Jamais. Mais qu'importe. Vous savez quoi? Le Rassemblement national a mis dans sa motion de censure toute une série de phrases comme quoi il y a la crise migratoire, etc. pour politique migratoire. Oui. Non, mais même il a parlé de crise migratoire et crise budgétaire. Mais donc pour bien délimiter le fait que c'était leur précaré d'une motion qui était identitaire Rassemblement national, dont acte. La plus grosse motion de censure, celle qui est déposée par le plus de signataires, c'est la nôtre et qui va être débattue en premier. Et le gouvernement ne tombera pas. D'accord, mais de toute manière, c'est pas parce que à l'heure actuelle. Vous déposerez une motion de censure à chaque fois qu'il y aura un 49.3, peut y en avoir une dizaine. Ce qu'il y a de grave, c'est pas le fait que nous on pose beaucoup de motions de censure, c'est que ce gouvernement va utiliser 49.3 sur 49.3. Est-ce que vous pensez qu'à terme le gouvernement tombera? J'en sais rien. Ça dépendra de ce que deviennent les députés LR, qui est plutôt aujourd'hui en train de devenir le flotteur droit où on le mettait d'ailleurs, vous le placez où vous voulez, de ce gouvernement qui est en train d'être polarisé par la Macronie. Moi, mon analyse de la situation, c'est qu'il n'y a plus que 3 pôles dans la vie politique. Madame Le Pen, l'extrême droite.
le gouvernement qui va polariser la droite, et nous, la NUPES. Donc ça pose y compris toute une série de conséquences pour la suite. Moi, je pense que de plus en plus, ces 65 députés LR vont être, eux, pour le coup, je ne veux pas dire les idiots utiles, mais ceux qui ne viendront pas voter, permettront au gouvernement de rester ou pas, où la crise va s'accélérer, parce que de la même façon que dans la suite de nos échanges, s'ils veulent attaquer sur les retraites, qui là va être la mère des batailles, on verra s'il y aura toute une série de députés, y compris au sein de la Macronie, qui n'auront pas des abeilles. Parce que je rappelle que parmi, et je suis long, mais non, mais juste parce que je tiens une il y dernière avait question. aussi le suppléant, le remplaçant de Madame Qui a Borne, voté en faveur de l'amendement sur les surdividendes. dans leur rang. Une toute dernière question, Alexis Corbière. Avez-vous des nouvelles d'Adrien Quatennens? Il n'est toujours pas revenu à l'hémicycle. Comment il va? Est-ce que vous lui parlez? Je ne sais pas. Je lui ai envoyé des messages et il ne me répond pas. Je pense qu'il va pas bien. Clémentine Autain, interrogée sur la possibilité qu'il revienne au sein du groupe, a dit, je cite, ce n'est pas simple. Est-ce que vous, comme Jean-Luc Mélenchon, vous souhaitez qu'il revienne au sein du groupe La France Insoumise? Mais moi, je suis pas pour la perpétuité dans la vie. Faut quand même. C'est grave ce qui a eu lieu. La justice travaille dessus. L'idée que je me fais de la justice, c'est qu'une fois que les décisions auront été prises, on verra quelle décision de la part de la justice. Il est encore en arrêt maladie, Adrien Quatennens? Non, mais je pense, objectivement, mettez-vous quand même. C'est pas simple ce qui a eu lieu. Déjà, évidemment, il faut avoir une pensée pour son épouse. Moi, je connais tous les protagonistes de l'histoire, je les connais bien, donc j'ai pas envie de rentrer de choisir. Mais par contre, évidemment, c'est quelque chose qui est une douleur partagée par les membres de ce couple, avec des choses qui ont été dites, etc. Donc, mais merci. Pourquoi il ne reviendrait pas? Je veux dire, on peut aussi, si la peine a eu lieu, à ce que par la suite, il puisse continuer. Ou Merci. pas de peine, d'ailleurs. Merci Alexis Corbière, 8h53, RMC, BFM TV.